Let's go. Bonsoir tout le monde, de retour pour un nouvel épisode avec des anciens de la BBS qui vont nous parler de leur projet. C'est le troisième qu'on fait depuis la semaine dernière. Ce soir, on est donc avec Guillaume, Raphaël et Daniel qui sont passés en formation à la mi-2024 avec la BBS et qui vont donc nous parler ce soir de leur projet qu'ils avaient travaillé en formation et qu'ils ont concrétisé depuis. Bonsoir à tous les trois. Merci d'être venus nous parler de ce beau projet, nous raconter ce que ça devient. Je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter rapidement voilà, à l'audience sur votre parcours, histoire de savoir un petit peu qui vous êtes. Allez, Guillaume, tu Bonsoir lances. Nathan, et bonsoir Nathan, et merci beaucoup de nous offrir l'opportunité de parler du projet. Rapidement, moi je suis Guillaume Hurel, j'ai 51 ans, j'ai un parcours un peu atypique avant la BBS et avant le projet, puisque pendant mes études de commerce, je faisais de la musique et puis j'ai arrêté ces études pour me consacrer à la musique pendant 5 ans. Et puis voilà, au bout de ces quelques années, j'ai fait autre chose. Je suis entré à la Fnac, où j'ai passé un peu plus de 10 ans sur des postes dans l'exploitation autour du management opérationnel, avec différentes casquettes, chef de projet sur la formation, etc. Enfin, pas mal de choses. Et puis en 2010, j'ai quitté la Fnac pour intégrer Apple, qui se développait en France sur la partie retail. Voilà, je passais 13 ans chez Apple, là aussi sur différents magasins, différents projets, sur des postes de manager et pour terminer directeur adjoint de site, jusqu'à la fin 2023. Et puis, j'ai quitté l'entreprise. Pourquoi? Parce que je voulais me consacrer à un projet qui était un projet entrepreneurial. J'ai été piqué par ce virus-là, alors que j'avais repris mes études en même temps qu'Apple dans le milieu des années 2010. Pendant 18 mois, j'ai fait un executive MBA où là, j'ai attrapé le virus de l'entrepreneuriat. J'avais monté une structure avec d'autres entrepreneurs. Voilà, ça m'avait intéressé, mais je n'avais pas poursuivi plus que ça. Ça m'avait pas, j'avais pas lâché le job pour autant. Et puis, voilà, depuis début 2024, je me consacre à un projet de l'entrepreneuriat. À la base, je n'avais pas d'idée. Je voulais reprendre une entreprise. Et puis, en même temps, j'ai développé une petite idée comme ça, un side project qui était de monter une sorte de projet de certification pour lutter contre la contrefaçon et adosser une blockchain. Mais mes connaissances étaient limitées sur la blockchain, à part un petit wallet et quelques cryptos. Bon, voilà, j'avais pas deep dive dedans. Donc, je me suis dit, mais voilà, faut que je creuse ce sujet aussi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à prospecter un peu. Et puis, j'ai découvert la BBS. Et puis, j'ai suivi le programme de Product Manager. Et je m'arrête là pour cette étape et je passe la parole à Daniel. Et bonsoir à tous. Merci beaucoup Nathan pour cette invitation. Alors moi, je vais me présenter rapidement également. Moi, j'ai fait plutôt une école de commerce il y a pas mal d'années, il y a une vingtaine d'années, plutôt orienté finance, finance, contrôle de gestion et audit. Et j'ai travaillé dans des grands groupes français, américains, allemands, où j'ai appliqué le contrôle de gestion dans des divers secteurs. Donc, ça sera les industries, industrie pharmaceutique, industrie bancaire. J'ai fait aussi de l'assurance. Et puis, au fil des années, donc, j'ai été à des postes de contrôleur gestion, contrôleur financier, jusqu'à dernièrement directrice financière. Et puis l'année dernière, suite à mon dernier job où on parlait de blockchain, j'ai voulu savoir de quoi on parlait. Et après des recherches, je me suis orientée vers la BBS où j'ai fait la formation DeFi, puisque voilà, j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'était la DeFi, comment on l'appliquait, et j'ai vite compris que c'était la finance de demain, que nos métiers financiers allaient évoluer et être modifiés aller dans un horizon 5-10 ans. Voilà, je voulais un petit peu prendre les devants et c'est comme ça que j'ai rencontré Guillaume qui m'a parlé de son projet. Et puis, j'ai rencontré aussi Raphaël et puis on a concrétisé ça par la suite. À toi, Raphaël. Merci beaucoup Daniel. Allez, à toi Raphaël. Yes, merci. Bonsoir Nathan, merci pour cette invitation. Ça fait plaisir de se retrouver à la BBS.
Du coup, moi, c'est Raphaël. Je suis ingénieure de formation. J'ai 15 ans d'expérience. J'ai commencé en maîtrise d'ouvrage, puis en gestion de projet. Et maintenant, depuis plusieurs années, je pratique le product management et la vision produit qui consiste à créer et à développer des produits digitaux. J'ai fait ça dans différentes industries. J'ai commencé dans les télécommunications, je suis passée dans les médias, dans le secteur de l'énergie, avant d'arriver chez les purs players digitaux. Et du coup, moi, j'ai découvert la blockchain il y a 3 ans, alors de manière très théorique et assez mathématique. Et je me suis dit, ah, c'est quand même génial ce truc. Et du coup, j'ai voulu me renseigner parce que travaillant dans le digital, pour moi, ça pouvait ouvrir énormément de use case utilisateurs pour résoudre tout un tas de problématiques. Et comme le dit Daniel, pour moi, ça reste une technologie alors, qui est encore émergente, mais qui peut révolutionner énormément d'industries et même notre quotidien. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup intéressée, en tout cas via ce prisme. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la BBS et que, en commençant à parler avec Guillaume de son projet de certification, je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment touché du doigt euh, le truc et je me suis dit, ah, ça peut vraiment être intéressant. Et du coup, on a fait nos armes effectivement tous les trois via le projet de fin de formation de la BBS qui nous a permis un peu de nous éprouver en tant que team, mais aussi de voir que finalement cette réflexion en fait autour de ce sujet embryonnaire pouvait avoir des développements assez intéressants. Voilà. Top, top. Donc, bah, du coup, comme pour les deux projets dont on a déjà eu une présentation, les membres de ce projet qui continuent à travailler ensemble aujourd'hui donc, se sont rencontrés au sein de la BBS pendant leur formation. Hein. Vous nous confirmez, vous ne vous connaissiez pas avant la BBS Pas du tout. et le travail de projet. Voilà. On aime bien mettre ça en avant aussi parce que bah, faire une formation et donc la BBS, bah, c'est aussi ça, hein, c'est du réseau. On va rencontrer des gens qui vont devenir potentiellement bah, voilà, des associés avec qui on va continuer à travailler sur un projet qui va dépasser le cadre de la formation et de la certification. Et donc, bah, justement, ce projet, expliquez-nous un petit peu bah, déjà en quoi il consiste et puis donc, bah, comment ça a commencé, on va dire, donc pendant la formation sur quelle version donc votre V1, hein, vous avez abouti à la fin de la formation au moment du passage en soutenance. Puis ensuite, on parlera des évolutions depuis. Écoute, je me permets de prendre la parole, du coup, puisque l'idée initiale, c'est moi qui l'apportais. J'avais itéré pas mal, j'avais fait du mind mapping, voilà, en partant de cette idée de lutte contre la contrefaçon, certifier et d'adosser un certificat qui soit relié sur la blockchain, une solution physique. J'avais cette idée-là, mais voilà, il fallait la confronter aux experts et en tout cas un nombre d'experts que je pensais trouver à la BBS, et c'est ce qui a été le cas. Après, une des raisons aussi pour lesquelles moi j'ai choisi la BBS et ce programme-là, c'est qu'il fallait porter un projet. Donc je me suis dit, voilà, je vais essayer de pousser mon projet et de trouver des personnes pour travailler dessus. Mais moi, je le trouve, enfin voilà, mon projet, je le trouve assez finalement quelque part banal parce qu'il y a déjà pas mal de sociétés qui existent avec des projets similaires. Et puis c'est vrai que ce projet de certification, c'est pas le cœur des projets qu'on trouve sur la blockchain. Hein. Il y a quand même beaucoup de sujets autour de la crypto. Donc je pensais pas qu'il était plus attractif que ça. Et c'est pour ça que quand j'en ai parlé, j'ai eu l'occasion de rencontrer Raphaël la première fois, alors en dehors des visios, mais on a pu un petit peu échanger à Vivatech l'année dernière. Et puis bah, voilà, assez rapidement, elle m'a dit qu'elle pourrait être intéressée pour bosser sur le projet. Moi, j'étais hyper étonné, quoi. Parce que bon, moi, je me suis un peu senti comme un imposteur dans cette formation product manager. Bon, voilà, je suis ravi d'avoir passé l'assertif, d'avoir touché du doigt plein de choses. Mais Raphaël, c'est une vraie product manager pour le coup, et ça fixe le niveau et puis surtout le mindset qu'elle peut avoir. Donc pour moi, c'était carrément génial d'avoir quelqu'un comme elle. Et derrière, quand j'ai pu discuter avec Daniel, bon, bah,
et j'étais absolument convaincu qu'elle ne viendrait pas. Elle était sur un programme DeFi. Enfin, voilà, et à mon plus grand étonnement, elle a voulu se joindre à nous et ça a donné une autre dimension au projet aussi. On a pu vraiment complètement élargir euh, notre terrain de jeu et notre vision. Et c'est ce qui a permis finalement d'avoir assez tôt, on a pu former l'équipe assez tôt. Ça a été un point clé, je pense, dans la réussite du projet sur l'aspect académique. Parce que nous, on a quasiment commencé notre sprint presque 2 semaines avant, en fait. 2 semaines avant, on avait déjà fait des réunions entre nous. La semaine avant le sprint, on avait déjà mis en place un programme de réunions et c'était en mode Scrum. Et voilà, et en fait, quand le sprint a démarré, nous, on était déjà dans le rythme, on avait pris pas mal d'avance. Et grâce à cette richesse d'expérience et d'approche, en fait, le projet, il a pris une dimension que j'étais incapable de lui donner seul, quoi. Et ça a été clairement un game changer, la qualité des participants au projet et puis la complémentarité de l'équipe, quoi. Parce qu'on a tous les trois des compétences très très différentes, des expériences très différentes. Et pour moi, voilà, c'est la pierre angulaire qui a permis derrière de faire que ça a pu avancer. C'est cette complémentarité. Ok, ça marche. Donc, on est sur un projet de certification, hein, tu nous disais, pour lutter contre la contrefaçon. C'était le point de départ, ouais. C'était Voilà, le point de... vous le rappelez d'ailleurs sur votre site, hein, la contrefaçon au niveau mondial a doublé en 10 ans, hein, c'est ça? Et donc le projet vise à répondre à ce problème-là. Notamment. Si je me trompe pas, vous anticipez, vous êtes aussi dans l'anticipation de la future réglementation européenne sur les DPP, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors après, c'est notamment ce qu'on a trouvé en creusant avec Raphaël et Daniel, c'est de voir qu'il y avait un contexte réglementaire qui était en train de changer, même si le momentum de ce changement est reculé d'année en année. Mais oui, oui, il y a la réglementation SPR qui va obliger les entreprises hors alimentaires qui commercialisent des biens en Europe à adosser les passeports digitaux à tous les produits qui sont vendus, que ce soit industriels, vestimentaires, enfin, ça concerne tout. Donc, il y a quelque part, il y a un marché colossal à venir si la réglementation est réellement imposée et déployée. Donc, ça, c'est vrai que ça constitue une opportunité. Et puis au-delà de ça, nous on a vu aussi bien sûr une façon d'aborder l'expérience que le client peut avoir avec son produit différemment. Ok. Et donc sur la V1 pendant le projet, je me rappelle que vous étiez parti sur de la maroquinerie de luxe. Ouais. Voilà, vous étiez parti sur cet axe-là. Mm. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que vous nous l'aviez expliqué, hein, d'ailleurs à la présentation du projet, Mhm. il existe d'autres initiatives positionnées sur ce côté lutte contre la contrefaçon en utilisant la blockchain. Mais qu'est-ce que vous, dans ce que vous avez imaginé, vous apportez de supplémentaire, de différent par rapport à ces initiatives qui existent déjà? Très simplement, il y a quand on a fait notre benchmark l'année dernière, ce qu'on voyait, c'est que les initiatives qui visaient à adosser des passeports digitaux n'étaient pas nécessairement, voire c'était rare qu'ils soient vraiment adossés à une solution physique dans le produit. Et donc, en ce sens, pour nous, ça ne constituait pas une réponse solide pour lutter contre la contrefaçon. Puisqu'en fait, adosser une solution à un QR code volant à côté d'un produit, ça ne certifie pas que le produit lui-même, il est vrai ou il est faux. Ça certifie que le QR code, il est, il est relié à un certificat, mais c'est tout. Et ça, c'est une vraie contrainte technique qu'on a attaqué depuis sur différents cas d'usage. Donc oui, comme tu le dis, on avait fait le choix de s'attaquer à la maroquinerie parce que c'est un vaste sujet dans le monde du luxe et il fallait qu'on fasse le choix d'une catégorie de produits. Donc voilà, on s'était attaqué à ce sujet-là et nous, notre différenciation, elle venait notamment du fait qu'on adossait une solution physique, un tag qui peut être une puce NFC, une puce RFID. Après, tout dépend des besoins et des cas d'usage spécifiques qu'il faut aller chercher. Mais c'est cette voie-là qu'on entrevoyait au moment de la certification l'année dernière.
Ok. Et donc le nom du projet, on va le rappeler aussi parce que bon bah il vient aussi il est inspiré de ce que de ce que vous proposez. Donc c'est Trace, hein, c'est ça? C'est le nom de la Euh, société aujourd'hui, ouais. C'était le nom du projet qui est né, le nom a été trouvé par l'équipe aussi, hein. Moi, je suis pas du tout arrivé avec le nom du projet, moi, j'avais pas de nom. Donc, c'est vraiment, ça a été trouvé bah, voilà, pendant un brainstorming, pendant le sprint. Et voilà, c'est un travail d'équipe qui a abouti sur ce nom de société. On voulait un mot simple qui marque, qui soit français, mais qui puisse être facilement compréhensible en anglais à l'international. Euh, et voilà. ok, parfait. Et alors, bah, du coup, depuis la fin de votre formation, qu'est-ce qui s'est passé et comment les choses évoluent pour vous, pour le projet, et voilà sur quoi vous travaillez les uns et les autres. Donc évidemment dans la limite de de ce que vous pouvez révéler publiquement, on va dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Écoute, avant d'être un projet Web3, notre projet, c'est un projet entrepreneurial. Donc, et ça, c'est la clé. C'est pour ça qu'avoir une équipe complémentaire, à mon sens, aujourd'hui, c'est indispensable. Jamais la société existerait aujourd'hui avec ce qu'on est en train de construire. Enfin, elle n'existerait juste pas, quoi. Et moi, je ferais autre chose. Donc, ça, c'est vraiment la clé. C'est cette complémentarité qui permet pour moi d'entreprendre. Derrière, on a eu, on a fait pas mal de brainstorming, on a posé une stratégie avec bien sûr une timeline. Le premier grand défi, c'était de se dire bon ben voilà, on est bien sympa tous les trois. On propose une solution tech, mais on n'a pas de tech, hein, donc ça va peut-être vite s'arrêter. Donc il fallait déjà commencer par trouver un CTO. Donc on a exploré plusieurs pistes. Voilà, on s'est mis sur des sites spécialisés. On a fait un ou deux essais. Et puis au bout de quelques semaines, finalement, je pense assez rapidement, on a pu mettre à l'essai je sais plus si c'était la deux ou la troisième personne. Mi-fin octobre, on a trouvé celui qui est devenu notre CTO et avec qui on poursuit l'aventure depuis. Mais c'est vrai que quand on a démarré les premières semaines, la petite anecdote que je peux raconter qui illustre très très bien l'approche startup fake it until you make it, c'est que quand on a pris grâce à notre réseau, on avait pu avoir quelques rendez-vous déjà dans des maisons extrêmement prestigieuses du monde du luxe, n'est-ce pas? Et on y allait, mais en fait, on n'avait pas de CTO, on n'avait rien du tout, et on était parti pour leur vendre notre solution, quoi. Donc voilà, et ça c'est bah ouais, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, faut y aller, et puis ça nous a permis d'avoir de faire des belles rencontres, d'avoir des discussions hyper intéressantes avec différents prospects. Et ça nous a permis de bien nous mettre le pied à l'étrier pour affiner notre conception et affiner le développement de notre solution. Donc ça a été la première étape clé. Oui, et c'est vrai que c'était une période très intéressante, hein, parce que, comme le dit Guillaume, on n'avait rien, mais pour autant, c'était hyper structurant pour nous parce qu'en fait, jusqu'à présent, et notamment pendant la formation, on a coupé quand même très peu de temps pour faire ce que moi j'appelle la discovery, c'est-à-dire aller identifier les points de friction, identifier là où est la valeur utilisateur. Ben, en fait, ça, on l'avait assez creusé, mais d'un point de vue vraiment end-user, donc utilisateur final qui va avoir son certificat. Mais on n'avait pas rencontré pour de vrai, on n'avait pas été en confrontation avec des marques, avec des directeurs qui sont confrontés à pas mal de pain points différents. Donc effectivement, venir en essayant de faire un exercice de buy me a feature, donc si on vous propose des fonctionnalités, qu'est-ce que vous achetez un petit peu? C'était hyper intéressant pour nous parce qu'en fait, on avait un coût de développement de zéro, on n'avait même pas fait une maquette, rien du tout pratiquement, et on a réussi à avoir effectivement des entretiens comme ça pour récupérer en fait de l'information sur ok c'est quoi le nerf de la guerre en fait pour ces acteurs-là, qu'est-ce qui priorise le plus parce que effectivement la liste des problématiques peut être assez longue et le, le certificat digital en lui-même peut être aussi un vecteur de communication et peut être instrumentalisé pour faire beaucoup de choses différentes. Donc là aussi, l'idée, c'était un petit peu de cartographier tout ça, entre guillemets. Et avant même de commencer la moindre ligne de code.
Ok, ok, bah oui, effectivement, ça illustre bien hein, le côté quand on a une startup, bah oui, c'est ça, hein, on fait avec les moyens du bord, on fait comme on peut au départ pour lancer. Ouais, c'est un peu comme le fameux le fameux cliché de Facebook, Apple ou Amazon qui ont commencé dans un garage. Hein, bah ouais, voilà, on fait comme on peut quand on est au début. Euh, comment c'est accueilli du coup auprès de ces gens à qui vous présentez du coup ce que vous proposez en termes de solutions? Comment c'est accueilli? Et puis, est-ce que vous leur parlez de blockchain ou est-ce que vous leur parlez uniquement de certification de leurs produits pour assurer que c'est un authentique et que c'est pas une contrefaçon, etc. Donc, enfin voilà, quand vous arrivez avec ce genre de choses, de propositions, c'est accueilli comment? Écoute, déjà, les interlocuteurs qu'on a pu rencontrer, qui parfois étaient très haut placés dans leur structure, qui sont des maisons très prestigieuses que tout le monde connaît. Euh, Franchement, grande ouverture. Ils connaissent déjà tout, hein, bien sûr. Ils ont rencontré tous nos concurrents, voilà. Mais malgré ça, ils restent ouverts. Ils font vraiment de la veille tech, et ça permet d'avoir des échanges du coup hyper précis. Et ça permet, et ça c'est ce qu'on s'est toujours dit avec Daniel et avec Raphaël, on veut être extrêmement proche des besoins de notre client. Ça, c'est dans notre stratégie vraiment d'entreprise. Il faut être proche de notre client. Et pour la petite anecdote, avec Raphaël, et malheureusement Daniel n'avait pas pu se joindre à nous, mais pour te dire à quel point on a voulu être proche des besoins de notre client, c'est qu'on a fait assez rapidement en septembre un atelier de maroquinerie. On s'est inscrit pour aller fabriquer un sac, pour vraiment comprendre les différentes étapes, à quoi on peut être confronté, pour pouvoir développer déjà la compréhension de leur milieu, de leur contexte, etc. Enfin, tout petit peu, bien sûr, c'est pas dans un atelier une fois qu'on comprend tout, mais au moins ça permet de capter un certain nombre de choses. Après, pour finir de répondre à ta question, euh, en fait, nous, on a décidé de ne pas parler de blockchain. En fait. Je pense que la blockchain, déjà aujourd'hui, ça peut en effrayer plus d'un. Voilà, avec tout ce qui se dit et ce qui se dit qui peut être complètement, qu'on peut entendre, qui peut être absurde. Et moi, dans la formation que j'ai eue, et notamment chez Apple, à aucun moment on va mettre en avant la tech pour la tech. Alors, on peut répondre à des questions si la personne est intéressée, etc. Pas de souci, bien sûr, mais c'est pas ça qu'on va mettre en avant. On va mettre en avant les avantages, la valeur ajoutée que permet notre solution. Mais à aucun moment on va dire oui, on utilise telle blockchain, etc. Quelque part, c'est pas intéressant. Enfin, la plupart des gens qui achètent des voitures électriques, 99%, savent pas comment ça fonctionne, et toute la tech qu'il peut y avoir là-dedans. Ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne super bien, que ça réponde à leurs besoins et tout. Bah, là, c'est pareil, c'est notre approche. Donc nous, on parle pas de blockchain. Et d'ailleurs, sur notre site, comme tu verras, on ne parle pas de blockchain. D'ailleurs, j'en profite pour le placer. Notre site, c'est www.onetrace.io. Voilà, si vous voulez aller voir. Yes, ouais, on le partagera évidemment. Mais Cool. oui, effectivement, je comptais rebondir là-dessus, puisque en effet, quand on va sur votre site, on a la présentation de la solution Trace, de ce qu'elle apporte, de ce qu'elle permet. Mais en effet, à aucun moment vous parlez de blockchain. Euh, et ça, effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on transmet aussi pendant la formation. Hein. C'est que finalement, aujourd'hui, le client, l'utilisateur, il n'a pas forcément besoin de savoir qu'il y a cette technologie-là derrière. Lui, comme tu l'as dit, il veut un truc qui est fonctionnel et qui répond à un besoin concret qu'il a ou à un problème concret qu'il a. Euh, et donc, ouais, les aspects techniques, en fait, ils s'en moquent un petit peu. Bon, après, là, dans le cadre BBS, est-ce que tu peux du coup nous parler, technologiquement parlant, du choix que vous aviez fait au moment de la formation, on va dire, donc de la V1 du projet au moment de la formation, et si c'est resté le même, est-ce qu'aujourd'hui vous restez sur cette ligne-là, ou est-ce que bah, il y a eu aussi des évolutions depuis ou pas? Je vais laisser Raphaël répondre. J'étais sûre. Alors pour notre projet académique, effectivement, on s'était déjà orienté sur des L2 de Ethereum et on s'était focalisé sur Arbitrum, qui à ce moment-là a été une des L2 d'Ethereum les plus matures.
On s'est reposé la question, et notamment quand on a recruté notre CTO en chef. Et aujourd'hui, on POC sur Base. Voilà, pour des questions, enfin pour nous, c'est un peu, c'est pas forcément un choix très éloigné de celui d'Arbitrum. C'est en regardant effectivement différents aspects, dont forcément des frais de gaz, hein, bien sûr, qu'on s'est orienté vers ça. Donc on n'a pas, on a changé de choix, enfin on a changé de blockchain, on n'a pas atterri très loin. Nous, l'important c'était de pouvoir profiter des bénéfices d'Ethereum, et notamment de la partie à compte abstraction, qui pour nous, nous permet de simplifier l'expérience utilisateur, et de faire un parcours d'authentification classique, et de gérer du coup en arrière-plan en fait toute la partie un petit peu compliquée d'un smart wallet. Voilà, c'était ça en fait notre conviction, et le cahier des charges entre guillemets. Voilà. Ce que Raphaël dit pas, c'est qu'entre-temps, on a exploré plein d'autres solutions, enfin plein d'autres blockchains. On est allé voir Etherlink, on est allé voir XRP Commons, voilà, on a exploré plein de choses. Et voilà, en ce moment, on est fait sur ce choix-là. D'ailleurs, il y en a un autre qu'on a regardé et qu'on ne se défend pas d'utiliser, d'ailleurs, dont pas grand monde ne parle, qui n'est pas très connu, mais il y a EBSI. Qui est la blockchain européenne, et qui va peut-être être imposée dans le cadre du DPP. À voir. Tout ça reste en suspens. Mais en tout cas, il faudra être a priori compatible avec eux. Mais voilà. Donc il y a aussi ce choix-là qui peut éventuellement être pas très long, mais qui a ses avantages aussi. Et on ne s'interdit pas d'utiliser plusieurs blockchains aussi, même. Voilà. On en est, voilà, on avance en fait dans nos réflexions. C'est pour ça que là, voilà, on parle d'un choix. Même celui du POC, en fait, c'est pas quelque chose sur lequel on est arrêté. Nous, l'objectif derrière ça, c'est d'avoir à la fois une partie euh, très sécurisée et du coup très décentralisée, mais aussi une partie un peu plus sécurisée pour une certaine partie de la donnée. Donc là aussi, l'idée, c'est pas forcément de mettre tous nos œufs dans le même panier, et de choisir aussi en fait les outils et l'infrastructure, enfin les infrastructures qui vont nous permettre en fait d'avoir un bon setup par rapport à nos exigences pour toutes les données dont on se parle en fait. Ok, ouais, très intéressant, mais effectivement, hein, je pose la question, je fais exprès pour montrer qu'un projet, ça vit, ça évolue, et que bah oui, on reste pas, on reste très rarement sur les choix initiaux, sur les directions qu'on prend au début. Voilà, c'est le départ du projet, c'est l'impulsion, mais après derrière, il y a plein de réflexions internes, il y a plein d'évolutions aussi avec des choses externes qui peuvent venir faire évoluer, impacter la réflexion autour du projet. Donc voilà, les autres projets d'anciens qui sont déjà passés sur des lives de présentation nous ont fait part de la même chose, hein, par rapport à la version du projet pendant la formation et au moment de la soutenance. Ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Donc voilà, je fais exprès effectivement de poser la question pour montrer cette évolution et ces différents pivots qu'on doit prendre à des moments qui sont parfois clés. Et puis bon, bah, c'est aussi dans la capacité à identifier ces pivots et à prendre ces virages-là qu'on fait la réussite d'un projet. Donc là, du coup, vous nous avez dit que vous êtes en train de travailler sur le POC, le Proof of Concept. Euh, est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez déjà des premiers contacts avec d'éventuels bêta-testeurs voilà, qui vont vouloir tester la solution? Mais oui, mais oui. Ouais, on a eu la chance assez tôt de rencontrer une société qui a des besoins sur lesquels on peut répondre et vraiment leur proposer de créer de la valeur ajoutée. Euh, on travaille avec eux depuis maintenant plusieurs mois, et on a eu l'opportunité de créer un prototype qu'on a pu présenter assez récemment. Donc le 2 avril dernier, on a eu la chance de pouvoir participer au Salon du luxe à la française qui avait lieu à Monaco,
qui était organisé par les conseillers du commerce extérieur. Et donc, c'était le 2 avril dernier. Et à cette occasion, eh bien, on a pu, grâce à, à la société qui s'appelle Jouffre, hein, elle est présentée aussi sur notre site, ils ont mis à disposition un meuble sur lequel on avait intégré notre solution, notre tag. Et on a pu donc présenter, faire la démonstration à d'autres sociétés, à tous les acteurs qui étaient présents sur la journée. On a pu pitcher bien sûr notre projet, mais en plus, voilà, on a vraiment pu montrer comment ça fonctionnait. Et ça a été très intéressant pour nous de voir que ce travail qui est fait maintenant depuis de longues semaines, en particulier par Raphaël et Alexandre, qui est notre CTO, et vraiment à déclencher, ouais, on peut dire un certain enthousiasme, beaucoup de marques d'intérêt. On a touché, ça nous a permis d'avoir pas mal de nouveaux prospects avec lesquels on est en discussion aujourd'hui. Donc voilà, là on en est à ce stade-là, et on est en train de finaliser le développement de notre MVP qu'on espère maintenant imminent. Maintenant, on parle même plus en mois, on parle en semaines. Voilà, avec une belle échéance à fin mai pour on espère la présentation, on va dire finale, et puis après, on espère l'industrialisation à partir de, si tout va bien, de juin. On croise les doigts. Voilà. Super. Bon, bah, voilà, de belles perspectives, tout ça. En tout cas, c'est effectivement, Yes. c'est une très bonne, c'est un point super positif si vous avez pu faire des démonstrations Ouais, en live, parce que ça, c'est hyper parlant pour en avoir déjà vu pendant des soutenances de certification avec des groupes projets qui arrivent parfois avec un prototype aussi qui est fonctionnel. Voilà, quand on a quelque chose comme ça qui nous est présenté, voilà, tout de suite c'est génial, quoi. On trouve ça trop bien, on voit le truc fonctionner sous les yeux, ou en tout cas voilà à quoi ça ressemblerait, mais il se passe quelque chose, on a un semblant de parcours utilisateur et de ouais, ok, bah, c'est concret pour moi, quoi. Je vois à quoi ça ressemblerait. Soit je suis sur mon PC, soit je suis sur mon smartphone, et puis je fais ça, ça et ça, je peux voir ça. Donc ouais, ça c'est génial si vous avez pu le faire en direct avec un meuble. Donc puisque la société Jouffre, hein, c'est ça, produit du mobilier. tout à fait. Ok, ok. Eh ben, écoutez, on va vous souhaiter tout le meilleur du coup bah, pour ces prochaines semaines qui s'annoncent décisives là, avec de prochaines échéances qui arrivent vite. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, merci, merci. Ouais, les échéances d'ici l'été sont clés. Et puis voilà, puis après, il y en aura d'autres de toute façon. L'entrepreneuriat, hein, depuis le début, hein, c'est une réalité, hein, c'est les montagnes russes. Donc voilà, parfois ça monte très très haut, puis après ça descend bien, bien bas. Et voilà, et c'est aussi ça qu'il y a de bien d'être en équipe, c'est que bah, on est aussi là pour, quand ça monte bien haut, pour se détendre un peu. Et puis quand on tombe bas, en fait, on pas si bas que ça, et on a aussi, ça permet d'avoir bien la capacité à rebondir. Donc voilà, ça va être, de toute façon, on sait que ça va être comme ça la suite, on s'y prépare, et on est déterminé. Mais ouais, ouais, là, on est très fiers. Au-delà du prototype, on a eu des très beaux retours, notamment de la part d'un investisseur à Monaco qui disait, quand on leur racontait l'histoire et comment on l'avait fait, et surtout dans quel temps on l'avait fait, qui était assez bluffé par le niveau d'exécution qu'il y avait. Et c'est vrai que c'est un des points clés aussi qu'on s'est fixé avec Daniel, Raphaël et Alexandre. C'est la qualité de notre exécution, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, et de le faire avec un niveau d'exigence et des standards qui sont élevés, parce qu'on est dans un milieu, on vise des milieux où de toute façon c'est la base, hein. Donc voilà, et ça c'est hyper agréable de travailler avec une équipe qui est dans ces dispositions-là. Et de toute façon, Ouais, hein, on ne le dira jamais assez, hein, mais un bon projet, c'est 1% l'idée, 99% l'exécution. Exactement. Voilà, Exactement. donc l'exécution fait toute la différence entre deux projets qui peuvent partir de la même idée de base. Tout à fait. Donc tu fais bien de le rappeler. Alors pour finir, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience à la BBS dans ce qu'elle vous a apporté pour pouvoir en arriver à là où vous êtes aujourd'hui? euh, moi, je trouve que je trouvais ça très intéressant en fait d'attaquer un cursus, moi qui me sort un petit peu de mes sentiers battus à moi
me rechallenger et me reposer des questions aussi un petit peu personnellement, même si bon, le product management, je sais ce que c'est, mais attaquer une nouvelle technologie, voir d'autres perspectives, d'autres potentialités, aussi bien par rapport à la technologie qu'on essaye d'apprivoiser, mais aussi les personnes qu'on rencontre. Ça, c'est hyper intéressant et c'est ça qui finalement va générer des idées, mais aussi générer des opportunités d'un point de vue projet, rencontre, etc. Et c'est vrai que là, moi, j'ai l'impression que en fait, avoir décidé de continuer, c'était un peu c'était la prolongation de ça. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, on a deux grosses forces aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est quatre associés maintenant, avec des profils très différents, des compétences très différentes et très complémentaires. Et ça, c'est top parce que du coup, à quatre, en fait, aujourd'hui, on arrive à tout faire. Euh, et quand il y en a un qui se pose un peu trop de questions, ou qui est un peu trop stressé, ou qui voit pas le bout du tunnel, en fait, il y en a toujours un autre pour dire non, mais attends, moi je sais, j'ai ça, il y a un tel qui est là, j'ai la boîte à outils, je sais pas comment faire, mais j'ai peut-être la méthode. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de prix parce qu'en fait, du coup, on n'est jamais démuni quelque part. Et ça, je trouve ça top sur un projet. Il n'y a pas d'effet un peu le soufflet redescend et puis bon, on passe un peu à autre chose. Et la deuxième chance, justement, c'est de pouvoir retravailler un peu notre vision pour notre solution, mais aussi notre offre, parce que là, on a parlé beaucoup de solutions, mais on s'est aussi beaucoup challenger sur l'offre. Hein. Avoir une super solution, c'est top, mais avoir l'offre qui va bien, la manière de la proposer, le pricing, etc., c'est encore un autre sujet très, très vaste, hein, Daniel. Et pour avoir plus associé en fait à une marque, en fait, c'est l'occasion de se rechallenger là-dessus au quotidien, d'avoir des échanges parce qu'en fait, cette boîte-là, ok, elle nous fait confiance, mais elle nous dit aussi, bah ouais, dans un mois, j'ai un salon, il faut que ça soit au top, l'expérience zéro défaut, enfin, voilà. Donc nous, ça nous met des jalons pour livrer progressivement aussi notre solution. Donc ça nous impose justement ce cadencement en fait dans la livraison de notre solution et dans l'exécution en fait qu'on se donne parce que c'est pas forcément facile tous les jours d'avancer. La journée n'a que 24 heures. Voilà, donc du coup, c'est aussi ça qui met du carburant, entre guillemets, et qui fait avancer, même quand parfois c'est dur, parfois on est fatigué, parfois on ne trouve pas la solution tout de suite. Donc ces deux combinatoires, en fait, pour moi, c'est un peu notre secret sauce un petit peu pour l'instant pour arriver à avancer tous ensemble et garder le bon mood, entre guillemets, pour y arriver et notre team spirit, quoi. Oui, pour moi, c'était l'expérience que j'ai eue à la BBS, c'était vraiment, euh, pour moi, j'avais l'impression d'être un ovni au milieu d'une technologie que je découvrais. Voilà, ça a fait quand même, j'ai pris quand même une sacrée claque au départ en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire et comment je vais l'appliquer? Parce que quand c'est pas du tout, enfin, pour avoir évolué dans le monde de la finance, même si on fait des montages financiers ou quoi, enfin, on parlait pas du tout de la même chose et c'était super intéressant aussi de pouvoir se confronter, de rencontrer aussi des professionnels qui nous mettent en confiance et qui nous apportent des solutions et des perspectives. Et au-delà de ça, ce qui est important quand on crée un groupe et qu'on porte enfin, un projet comme nous on l'a fait, c'est, comme le disait Raphaël, oui, on est complémentaires et je pense qu'aussi on a de l'expérience derrière nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'a pas 20 ans et on part pas bille en tête, on fonce pas tête baissée. Et du coup, on a eu des échecs derrière nous, on a eu des réussites et en fait, on mélange toutes nos expériences ensemble. On est quatre, on a quatre visions différentes et le fait de les partager et de savoir ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. En fait, on essaye de trouver pour notre projet la meilleure solution. Alors, elle ne sera pas forcément parfaite, on va faire des erreurs encore, mais je pense que notre force, c'est l'expérience qu'on a et celle qu'on va partager ensemble. Voilà. Et moi, je rajouterais que ce qu'a apporté la BBS, parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, bien sûr, c'est un accompagnement par la puissance d'un réseau, en fait. Voilà, j'ai rencontré plein de gens, plein de professionnels du secteur. Il y en a qu'on a rencontré pendant le cursus, qu'on a pu recontacter après, et on n'aurait pas pu les contacter facilement si on ne les avait pas rencontrés au moment de notre cursus à la BBS. Voilà, ça nous a ouvert vraiment plein de portes. Donc voilà, c'est vraiment le réseau de professionnels qui nous accompagnent et qui nous ont aidés, qui nous aident encore. Et ça, ça n'a pas de prix.
Yes, ouais, bah, du coup, ça me permet, enfin, ce que vous nous avez dit, ouais, me permet de faire un rappel sur un autre point essentiel, d'autant plus aujourd'hui, parce que bon, quand on était dans la période de l'argent facile, hein, où on avait des taux très bas, voire négatifs, et où c'était très facile de lever de l'argent, hein, il y a eu une période où, avec un simple PowerPoint, avec blockchain, crypto, smart contract, Web3 dans le PowerPoint, vous arriviez à lever un petit peu d'argent. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Il faut quand même un minimum il faut quand même un minimum de qualité, un minimum de sérieux dans le projet. Et en fait, le critère numéro un des investisseurs aujourd'hui, c'est l'équipe. C'est la première chose qu'ils regardent, c'est l'équipe. Donc, en effet, la complémentarité d'une équipe et l'expérience dont tu parlais, Daniel. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de rappeler dernièrement sur BFM Crypto que bah, dans les profils qu'on a, en fait, on a beaucoup de gens qui sont en milieu de carrière professionnelle, voire en seconde partie de carrière professionnelle, donc qui ont déjà tout un bagage derrière eux, qui ont déjà du vécu dans différents secteurs, dans différentes boîtes, à différents postes. Et ça joue. Ça joue énormément, que ce soit dans des recrutements ou bien quand on veut monter un projet. Voilà, ce vécu, ce bagage, cette expérience, évidemment que ça sert, évidemment que c'est utile. Et donc, bah, quand on a effectivement différents profils comme cela, qui peuvent se rencontrer et se regrouper sur des projets, et bah, ça donne une complémentarité qui permet d'atteindre voilà, des niveaux de projet qui sont déjà très bons au moment de la certification à la sortie de formation, et puis qui du coup peuvent voir le jour par la suite et se développer. Voilà, donc complémentarité au niveau des profils professionnels, des bagages, des expériences, des compétences, mais aussi du coup des parcours de formation, hein, puisque donc là, du coup, dans votre groupe, il y avait le parcours de formation Product Manager et le parcours DeFi qui était représenté. Donc même au niveau des contenus de formation que vous aviez eu, bah, c'était pas pareil, c'était pas la même chose. Et donc il y avait aussi ces différents apports-là qui venaient alimenter le travail du projet. Euh, Il y a une question. Il y a une question. oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est une question pour Raphaël. Alors, Raphaël, la question est la suivante. Question de Steve. Donc, bonjour Steve. En quoi votre produit se distingue des smart contracts mis en œuvre en supply chain pour cadrer les termes d'une relation et éventuellement la traçabilité des produits? La question n'est pas facile, Non, tu peux me la répéter, s'il te plaît? mais je peux tout à fait le faire. En quoi votre produit se distingue des smart contracts mis en œuvre en supply chain pour cadrer les termes d'une relation et éventuellement la traçabilité des produits? Alors, effectivement, il y a déjà des solutions qui permettent de faire de la traçabilité des produits. Nous, ce qu'on va proposer, donc effectivement, notre solution, elle s'inscrit dans ce périmètre-là. Après, la traçabilité, c'est une problématique qui est très, très large. Il y a la traçabilité qui va concerner la provenance et la fabrication. Nous, l'idée, c'est plutôt que notre solution, c'est avant tout une solution pour la marque qui va lui permettre à un instant T, en fait, d'intégrer une solution de marquage dans ses produits et d'y associer un certificat et de dire, mais en fait, mon produit, il est certifié. Et cette certification, comme elle est liée au produit physique, je suis capable de la faire qu'une seule fois et qu'elle soit valide tout le temps, en fait. Tout le temps à partir du moment où le produit est mis sur le marché, est vendu, etc. Donc, du coup, nous, on couvre aujourd'hui plutôt cette partie-là de l'expérience et de la vie du produit. Euh, Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en adresser d'autres, mais aujourd'hui, pour le coup, notre expérience utilisateur et le produit qu'on construit, en fait, s'oriente plutôt là-dessus. Pour les marques, c'est facilement intégrer une solution de marquage et créer simplement le certificat de mon produit. Et pour l'utilisateur final, d'acheter son produit, de récupérer le certificat, enfin d'acquérir le produit parce que c'est pas forcément un achat, et de récupérer facilement le certificat associé à ce produit-là. Voilà. Oui, ce qui du coup facilite aussi la seconde main. Et il me semble que c'était un axe aussi de votre projet quand vous l'aviez Tout présenté à fait. pendant la formation. Oui, l'idée, c'est que du coup, une fois que la certification est faite, le produit est authentifié de manière perpétuelle. C'est-à-dire que la certification est bien valable tout le temps, puisqu'on a vraiment un lien de bijection entre le certificat et le produit physique. Parfait. Et ben, merci Raphaël pour la réponse. Voilà, bah, Steve vient de te remercier également. Merci à tous les trois d'être venus et puis de nous avoir voilà, parlé de vous, de votre parcours et de votre projet. On reste en contact évidemment, hein. Vous aurez l'occasion de revenir nous en parler
après, Rendez-vous dans un an. après d'autres évolutions, eh ben voilà, pourquoi pas, hein, effectivement, Avec grand plaisir. pour faire Avec le point. Et puis bon, bah, évidemment, si certaines sont intéressées pour échanger avec vous, eh ben, ils vont pouvoir le faire, hein, notamment via le réseau BBS. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Guillaume, Raphaël, Daniel. Bonne continuation, hein, vraiment, on vous souhaite tout le meilleur pour vos prochaines échéances et pour la poursuite du développement de ce beau projet. Et puis bon, bah, évidemment, si on peut continuer à vous aider, on ne se privera pas de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Merci Nathan. Nathan, avec plaisir. Et puis merci à tous pour votre écoute, vos questions, et puis au Mm. plaisir de vous rencontrer IRL peut-être un jour sur un événement de la BBS, un jeudi soir ou je sais pas quand. Oui, c'est ça, voilà, il y en aura prochainement, a priori, hein, on est en train de travailler dessus. Et puis il y a Vivatech qui arrive, hein, Absolument, pour lequel on a des passes gratuits. Donc on ira c'est aussi l'occasion de se retrouver. Voilà, et carrément. Carrément. on se retrouvera là-bas. Super. Bonne soirée tout le Merci, monde et bonne à Bonne soirée à bientôt. soirée. tous, merci Merci encore. à Ciao, tous. ciao. Merci, au Ciao, revoir. ciao. Salut.